Après 5 siècles de conquête, de gloire et de décadence, l'Empire romain vient de s'effondrer. Un nouvel État, le royaume des Francs, est créé en Gaule par Clodovicus, plus connu sous le nom de Clovis. Nous connaissons la vie et le temps de Clovis grâce à Grégoire de Tours, qui écrivit 50 ans après les événements une chronique d'histoire universelle, un manuscrit qui consacre seulement une vingtaine de pages au roi des Francs. Une seule lettre de Clovis lui-même est parvenue jusqu'à nous. Les bustes, les statues et les représentations des personnages qui ont entouré Clovis ont tous disparu. On peut imaginer qu'il ressemblait à ce général romain victorieux. Au cours de son règne, Clovis rencontre une femme extraordinaire, Geneviève, religieuse aux fortes convictions, membre du conseil municipal de Paris, une femme de très haut rang, patriote romaine d'origine germanique. Elle fait alliance avec Clotilde, l'épouse de Clovis, qui le pousse à se convertir à la religion catholique. La reine, toute puissante, s'appuiera sur Rémy, évêque de Reims, pour vaincre les réticences de son mari. Il lui faudra 7 longues années pour parvenir à ses fins. Après la chute d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, la Gaule avait accepté l'Empire romain dont la civilisation s'étendait sur tout le monde méditerranéen et européen, de l'Afrique du Nord au Danube, de l'Égypte au Rhin. Depuis 5 siècles, l'Empire romain, qui couvrait un territoire 10 fois moins peuplé qu'aujourd'hui, procure à la Gaule la paix et un mode de vie urbain agréable et fastueux pour certains. Tout le monde est citoyen, sauf les esclaves et les barbares. Nous sommes au IIIe siècle. Une multitude de peuples sont à la porte de l'Empire romain. Parmi eux, les Germains occidentaux, dont font partie les Francs, qui se divisent eux-mêmes en Francs saliens, ceux de Clovis, et Francs rhénans. Jusqu'aux grandes invasions, une centaine de villes quadrillent le territoire. Les empereurs ont accordé aux vaincus le droit d'administrer leur propre cité. L'administration romaine a bâti toute une hiérarchie centralisée de fonctionnaires civils et militaires. L'État, la res publica, l'organe du bien public, est respecté tant qu'il assure la paix universelle. Quant à la paix intérieure, elle repose sur le droit et l'exercice de la justice au tribunal de chaque cité. Ainsi, la violence est réprimée par la stricte application des lois écrites. C'est l'un des plus grands acquis de la civilisation romaine. Alors que règne l'arbitraire dans le monde barbare, Clovis, 2 siècles plus tard, s'en souviendra. La langue latine s'impose dans l'Empire. Elle facilite la communication. Sa rigueur et sa précision véhiculent à la fois les subtilités de la pensée latine et la vision romaine du monde.
celui qui ne parle pas latin ne peut pas être considéré comme citoyen. Cette langue, morte aujourd'hui, est à l'origine des langues européennes. Dans la société gallo-romaine, les philosophes, les grands écrivains, les maîtres à penser et à parler occupent une place essentielle. Ils expriment un idéal commun. L'homme est à la mesure de toute chose. Au IIIe siècle, c'est encore le temps du polythéisme. Il y a des dieux pour tous les actes de la vie quotidienne. La force de Toutatis, dieu suprême, ou de Sucellus, dieu de la mort, sont idéalisés sous les visages et les costumes de leurs semblables, les grandes divinités du panthéon romain. L'Empire romain entier n'est plus qu'une cité où convergent tous les citoyens avides de ses plaisirs. Les jeux du cirque, avec leurs courses de chevaux, sont entrecoupés par des spectacles déshabillés qui enflamment les parieurs. Les gladiateurs, promis à la mort, passionnent leurs admiratrices. Les foules attendent avec impatience du pain et des jeux. Du temps de Clovis, il y a encore des jeux du cirque. Les géographes romains dressent des cartes qui leur permettent de maîtriser leur immense territoire. Sur la rive droite du Rhin apparaît le terme de Francia pour désigner les territoires occupés par les Francs, un peuple germanique encore situé hors de l'Empire. Le réseau des voies romaines dessert tous les chefs-lieux de cités à partir de l'Italie ou de l'Espagne. Tous les chemins mènent à Rome. Ces voies permettent à la poste d'État de faire circuler les nouvelles, aux légions de l'armée de se porter rapidement au-devant des envahisseurs. Soudain, sous la pression de peuples scandinaves qui descendent vers des régions plus clémentes, une gigantesque partie de billard de peuples va débuter. En 406, tout bascule. Les Suèves et les Vandales passent le Rhin, ils s'installent les uns en Galice, les autres en Afrique du Nord. Les Visigoths arrivés par l'Italie passent en Espagne puis s'implantent sur les très riches terres d'Aquitaine entre Toulouse et Bordeaux. Les Burgondes quittent le Rhin pour gagner la Savoie, s'étendent par Genève et Lyon vers Besançon et la Durance. Les Visigoths progressent jusqu'à la Loire et reviennent en Espagne, ils obtiennent la Provence. Les Francs de Clovis occupent le sud de la Belgique, ils s'avancent jusqu'au bassin parisien. Les Ostrogoths, venus d'Orient, s'emparent de l'Italie. Clovis écrase les Alamans en Alsace, puis les Visigoths près de Poitiers et étend son territoire de l'Aquitaine à la rive droite du Rhin. Un siècle d'histoire vient de défiler sous nos yeux. Rome fait ses choix. L'Empire décide d'utiliser les tribus germaniques les plus romanisées contre les barbares. Il installe comme alliés les Burgondes en Savoie, entre le Jura et les Alpes, avec pour mission la surveillance des routes de montagne qui mènent à Rome. Profitant de la lente désintégration du gouvernement romain, ces derniers étendent leur territoire jusqu'à Langres et Avignon. L'Empire romain avait été partagé en deux en 395. Ravenne est la capitale de l'Empire romain d'Occident. Constantinople devient la nouvelle Rome, la capitale de l'Empire d'Orient.
l'empereur Anastase s'affirme comme l'unique héritier de la civilisation romaine. Il ordonne au peuple des Ostrogoths d'envahir l'Italie et à son roi, Théodoric, d'être son représentant. Sous l'autorité d'Anastase, Théodoric s'installe dans le palais impérial de Ravenne avec le diadème de vice-empereur. Il met sur pied une alliance internationale avec tous les autres peuples germaniques d'Occident. Chrétien arien, donc hérétique comme lui, il va, par d'habiles mariages, obtenir de nouvelles alliances et isoler ainsi les Francs saliens, le peuple de Clovis, dans le nord de la Gaule. Théodoric a la maîtrise des mers. Par le port de Ravenne, il peut communiquer avec tous ses alliés. Ainsi, les deux maîtres de l'Occident et de l'Orient jugulent tous les peuples barbares grâce à cette suprématie maritime à laquelle s'ajoute celle de la cavalerie lourde des Ostrogoths. Anastase et Théodoric règnent en maîtres sur terre et sur mer. Théodoric est officiellement soutenu par l'empereur d'Orient. Officieusement, c'est une autre histoire. Tous deux sont en état de schisme avec l'église de Rome. Le monde chrétien est en pleine confusion politique et religieuse, tiraillé entre plusieurs tendances qui s'affrontent. Nous sommes au début des années 480. Clovis n'est encore qu'un obscur petit roi installé dans le sud de la Belgique actuelle. Le bassin parisien voulait rester romain, indépendant, malgré la présence menaçante des Visigoths à Tours, des Francs rhénans à Cologne et des Alamans à Strasbourg. Les Francs saliens constituaient la dernière armée romaine. C'est donc bien un pouvoir romain qui se maintenait dans le bassin parisien, défendu par des généraux romains, aidés par les Francs et surtout par une femme hors du commun, Geneviève. À elle seule, elle symbolisait et constituait l'âme romaine et chrétienne du pays. Née en 420, elle était d'origine gallo-romaine par sa mère et franque par son père, dont elle avait hérité en tant que fille unique de la charge de direction du conseil municipal qu'il tenait à Paris. Elle avait été ordonnée diaconesse par l'évêque Germain d'Auxerre, qui avait vu en elle une véritable prophétesse. Agis comme un homme, lui avait-il dit. Elle avait le projet de convertir les Francs à la foi catholique. Ses liens familiaux avec les chefs francs, et notamment avec Childéric, puis avec son fils, Clovis, ont facilité son entreprise. Maîtresse de la ville de Paris, en 451, elle avait empêché l'exode de la population en rassemblant les femmes dans le baptistère pour les faire prier et avait ordonné aux hommes de rester dans la cité au lieu de fuir. Ensuite, elle contribua par la libération d'Orléans à la victoire finale sur les Huns à la bataille des Champs cataloniques. Sibérie, les Huns tentaient d'imposer au peuple germanique leur domination et de s'emparer de leurs richesses. Ils voulaient écraser les Visigoths. Durant une nuit entière, ils se heurtent aux fantassins francs de Childéric. 100 000 guerriers s'affrontent. Après 2 jours de massacre, les Huns finissent par abandonner et repassent définitivement le Rhin. Attila avait échoué dans sa conquête de l'Occident. L'empire des steppes s'effondre. Les cavaliers nomades s'étaient jetés sur les villes romaines de la Gaule. Ils avaient pris trêve et incendié Metz, un samedi saint, crime des crimes, en ces temps de respect des jours sacrés. Ils avaient emmené les femmes et les enfants en esclavage.
Tandis que s'écroulent les derniers empereurs et grandissent les rois germaniques, les chrétiens se divisent encore un peu plus. Des factions politiques se créent. La plus grande partie des fonctionnaires romains catholiques appuient les rois wisigoths et burgondes, persuadés qu'ils représentent l'avenir. La trahison est partout. Chacun se bat au service de l'un ou de l'autre roi. La guerre civile fait rage. La Gaule se déchire. Les évêques galopent derrière les convois de prisonniers de guerre. Avec la fonte de leur calice d'or, ils frappent monnaie pour racheter leurs ouailles. Dans ce chaos, Geneviève, elle, cherche à unifier les esprits autour des Francs. Après chaque bataille, elle intervient auprès du roi des Francs Childéric, puis de son fils Clovis, pour obtenir la grâce des traîtres. En fin politique, elle prépare ainsi, à longue échéance, la fin de la guerre civile. Nous sommes en 486. Paris est assiégé, Paris est affamé. Geneviève brise le blocus de la ville en la ravitaillant par un convoi de bateaux. Ainsi se maintient au nord de la Gaule un îlot de romanité intact. Ce sont les femmes qui tentent de sortir le pays d'une situation inextricable, à l'exemple de l'action de Galla Placidia, impératrice à Ravenne. À cette époque, trois interprétations du christianisme s'opposent. Les catholiques croient en la Sainte Trinité. La Vierge Marie est appelée Mère de Dieu, Jésus-Christ est engendré et non pas créé, il est le Fils de Dieu. Dieu est un, en trois personnes. Les conciles de Nicée et de Constantinople définissent les rapports entre les trois personnes divines comme un amour librement accepté. Cette clarification de la doctrine n'empêche pas les autres interprétations, bien au contraire. L'hérésie arienne, elle, refuse que Jésus-Christ soit fils de Dieu. C'est un simple héros, une sorte de Superman de l'époque. Appliquant ce schéma religieux au modèle politique, les Goths et les Burgondes construisent un système d'organisation où le roi est chef de l'Église.
interprétation, bien au contraire. L'hérésie arienne, elle, refuse que Jésus-Christ soit fils de Dieu. C'est un simple héros, une sorte de Superman de l'époque. Appliquant ce schéma religieux au modèle politique, les Goths et les Burgondes construisent un système d'organisation où le roi est chef de l'Église, chef d'État, chef de guerre. L'homme, devant ce totalitarisme chrétien fondé par Arius en 315, ne peut plus choisir ni exercer sa liberté. Pour les païens, comme Clovis, les dieux ont fixé le destin des hommes à l'avance. Les rois et les empereurs sont animés par leur force et leur violence qui donnent la victoire militaire. Les dieux savent tout, peuvent tout. Les chrétiens refusent cette fatalité divine. L'empereur Constantin, persuadé d'avoir été aidé par le dieu des chrétiens à la bataille du pont Milvius en 312, arrête leur persécution et accorde la liberté de culte. À partir de ce jour, la religion chrétienne devient majoritaire dans l'Empire. Les Francs, cependant, restent païens. Les Germaniques orientaux entrent dans l'Empire sous la bannière de l'arianisme. Deux modes de pensée, deux civilisations vont s'affronter. Gallo-romain a développé une économie de forte production. Le commerce anime toutes les artères fluviales au-delà des frontières. Les artisans se sont multipliés. Cette société urbaine et riche ne peut qu'attirer les Germaniques et notamment les Francs. La femme est propriétaire de ses biens personnels. Le mariage légitime romain unit des gens de conditions sociales identiques. Chacun doit occuper sa place sans en sortir. Une fille de sénateur ne peut pas épouser un boulanger, encore moins un haleur de bateau. L'État veut une société hiérarchisée en castes. De l'autre côté du Rhin, les peuples germaniques vivent groupés en structures claniques unies par une forte solidarité. La stricte répartition des charges accorde aux hommes les armes et aux femmes, comme en Gaule, les biens, les meubles et les bijoux. Les successions y sont commandées par la mère. Les lois sont orales. La polygamie est courante et les mariages incestueux fort nombreux. Avant son mariage avec Clotilde, Clovis était polygame. Le meurtre attire immédiatement la vengeance obligatoire, c'est la vendetta. Entre peuples, elles sont interminables, entre parents, elles durent des générations. Toujours en mouvement, luttant les uns contre les autres, ils pratiquent une civilisation de survie, c'est le temps des razzias. Ils vénèrent les déesses de la fécondité, les dieux de la violence guerrière.
La violence constitue la virilité et les femmes ne sont pas les dernières à y pousser. Si le roi est battu, il le renverse. La victoire est obligatoire, sinon l'assassinat est le remède à la défaite. Clovis échappera de peu à ce destin. On comprend que l'Empire romain préfère diviser ses peuples germains en s'attachant les Francs saliens de Clovis à son service contre leurs congénères les plus menaçants. Du côté des Gaules, les comportements ne sont pas meilleurs. Les guerriers suspendent au flanc de leur cheval la tête coupée de leur ennemi. Leur courage est impressionnant, ils ne s'avouent jamais vaincus. Les charges d'une dizaine de milliers de cavaliers cuirassés sont souvent déterminantes et donnent aux Wisigoths la suprématie absolue sur le champ de bataille. Clovis allait devoir les affronter. Les Francs se déplacèrent de leurs maisons de bois couvertes de chaume vers les riches villas gallo-romaines du nord de la Gaule pour défendre l'Empire. Ils s'adaptent si bien qu'ils adoptent en 4 générations les modes de vie, les grades et les insignes des officiers et des soldats de l'armée romaine. Devenus hommes de double culture, bilingues, parlant latin et germanique, les admirateurs de Rome n'en gardent pas moins d'incontestables croyances et mœurs païennes. Comme bien d'autres chefs, autour du tumulus qui couvrait sa tombe à Tournai, Childéric, le père de Clovis, fit égorger une trentaine de chevaux de très belle race. Ils étaient chargés de l'accompagner dans le paradis souterrain des guerriers germaniques, comme une avant-garde glorieuse et prestigieuse sur le chemin de son au-delà. De même, en Burgondie, les femmes adultères étaient noyées. Le roi Gondebaud n'hésita pas à faire jeter dans le Rhône, une pierre attachée au cou, sa belle-sœur, la mère de la jeune Clotilde. Exilée à Genève, Clotilde garde en son cœur le désir de venger ses parents assassinés par les Burgondes ariens. Ses origines nobiliaires anciennes remontent à 14 générations. Elle est rattachée aussi bien aux terres norvégiennes qu'aux pays baltes et se considère comme l'héritière d'une tradition royale. Au bord du lac Léman, elle reçoit une éducation romaine et chrétienne soignée. Elle prend ainsi conscience qu'elle peut continuer l'œuvre de l'Église des Gaules, illustrée par le grand patriote romain Saint Martin, évêque de Tours, grand adversaire de l'arianisme. Clotilde apprend les guerres difficiles que mène Clovis contre le royaume burgonde, le peuple dont elle est issue. Nous sommes en 492. Par ambassadeur interposé, Clovis parvient à obtenir la main de Clotilde.
malgré l'opposition de son oncle Gondebaud, l'assassin de sa mère. Clotilde ne tarde pas à convaincre son époux d'abandonner ses pratiques polygamiques, puis elle tente de le faire adhérer au Dieu trinitaire des chrétiens. Elle baptise d'autorité leur premier enfant, qui meurt en bas âge. Clovis sait que le Dieu de Clotilde ne protège pas de la mort. En 496, Clovis vient au secours de ses cousins les Francs rhénans écrasés par les Alamans. Il arrive trop tard sur le champ de bataille et se laisse acculer le dos au Rhin face à la forteresse de Tolbiac. Il est perdu. Autour de lui, ses troupes se font massacrer. La défaite est imminente. Clovis implore vainement les dieux païens de la victoire qui ne répondent pas. Impuissant, n'ayant plus rien à perdre, il dit, selon Grégoire de Tours, « Dieu de Clotilde, si tu m'accordes la victoire sur mes adversaires, je promets de me faire baptiser. » Au même instant, le roi des Alamans est tué. C'est la panique chez l'adversaire. Les dieux changent de camp. Ces soldats y voient l'abandon de leur peuple par leur divinité. Ils se soumettent. De retour auprès de Clotilde, Clovis lui apprend le vœu qu'il avait fait au pire moment de la bataille. Commencent alors des mois de doute et d'hésitation. Ce Dieu de Clotilde est-il celui de la violence, de la victoire, de la toute-puissance? Certainement pas. Un vrai Dieu ne peut pas finir sur une croix. L'échec de Clotilde dans ses conversations avec Clovis est tel qu'elle préfère lui conseiller d'aller voir Rémy, l'évêque de Reims. Clovis s'entretient avec lui secrètement car il craint que son peuple ne le renverse parce qu'il allait accepter un Dieu de faiblesse. Pourquoi ne pas suivre le bon pasteur? Pourquoi pas l'arianisme qui permet au roi de tenir dans ses mains le pouvoir religieux et le pouvoir politique, d'être le maître absolu? La propre sœur de Clovis, l'Antéchilde, lui conseille plutôt cette voie. Clovis est écartelé entre baptême et diadème. Le roi des Francs va de défaite en défaite. Au retour d'un nouvel échec contre les Visigoths, Clovis vient se recueillir sur le tombeau de Saint-Martin de Tours. Nous sommes le 11 novembre 498, le jour de la Saint-Martin. Martin. L'évêque qui avait évangélisé les campagnes était en réalité plus qu'un apôtre, plus qu'un martyr. Cet ancien soldat avait adhéré à la loi romaine pour construire la société. Autour de son tombeau se pressent malades physiques et mentaux dont certains affirment qu'ils sont guéris grâce à l'intervention spirituelle du premier moine devenu évêque. Là, devant cette foule en prière, à l'écoute des conversations avec les disciples de Martin, Clovis décide de demander le baptême sans délai. Cette décision de conversion met fin à 7 ans d'incertitude et de réflexion. Décision personnelle, prise au pire moment, alors qu'à Ravenne, Théodoric convoque dans son palais le pape Symmach et l'antipape Laurent pour juger de la légalité de leur élection. Sous la tutelle d'un roi arien, la papauté est annihilée, prisonnière du pouvoir. Autour de Rémy, les évêques, qui subsistent en Gaule, décident de célébrer le baptême de Clovis la nuit du 25 décembre 499 à Reims. En obtenant de sa garde personnelle qu'elle soit baptisée avec lui, Clovis évite le risque d'être assassiné. Le peuple, en effet, n'a pas suivi sa conversion. Le parallèle volontairement choisi entre la naissance du Christ et celle de Clovis à la vie éternelle montre le but poursuivi par Rémy. Faire de cet événement le départ des temps nouveaux autour du premier roi germanique catholique.
Avant de descendre dans l'eau, nu comme au jour de sa naissance, Rémy dit à Clovis, toujours selon Grégoire de Tours, « Dépose humblement tes colliers, Sicambre. Brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. » Par ce geste, Clovis renonce à la protection des dieux païens. Il sépare le roi du prêtre. Il refuse toute sacralité au pouvoir politique. Clovis devient un fils de l'Église. Peu de temps après le baptême de Clovis, Geneviève, sa vieille alliée, meurt à plus de 80 ans. Elle n'est plus là pour le soutenir et réunir les chrétiens autour de lui. Dès sa disparition, Clovis et Clotilde décident de construire une basilique à Paris pour rappeler son rôle de prophétesse et d'unificatrice. En fait, le baptême de Clovis n'a rien résolu. Les factions catholiques pro-ariennes poursuivent la guerre civile. Théodoric continue à dominer l'Occident romain par ses alliances internationales avec l'aide de l'empereur romain d'Orient. Clovis va de défaite en défaite, devant les Visigoths de Toulouse, puis les Burgondes de Lyon. Battu en 501 et 502, il obtient péniblement une alliance avec les Armoricains qui pourtant l'ont vaincu. Les Gallo-Romains catholiques ne se rallient pas à lui. Une nouvelle révolte des Alamans est toutefois pour Clovis l'occasion d'écraser ce peuple qui court se réfugier sur les territoires de Théodoric. Théodoric, estimant que les provinces romaines d'Europe centrale lui appartiennent, envoie ses troupes les occuper. L'opération militaire qu'il mène sur les bords du Danube fait craindre soudain à Anastase, l'empereur d'Orient, une invasion de Constantinople par ses alliés ostrogoths. Immédiatement, Anastase renverse ses plans et fait alliance avec l'éternel battu, Clovis. L'histoire bascule. Tandis que l'empereur d'Orient, Anastase, bloque les Ostrogoths de Théodoric, ses anciens protégés, Clovis attaque Alaric II, roi des Visigoths, qui est isolé. Clovis tue Alaric de sa propre main à la bataille de Vouillers, près de Poitiers. Puis il libère Bordeaux, Toulouse et bientôt l'Aquitaine. Arrivé devant Carcassonne, il tombe sur les cavaliers ostrogoths qui viennent de jeter les Romains à la mer. Il préfère arrêter sa progression, tout en laissant fuir les Visigoths en Espagne. Clovis envoie son fils, Thierry, occuper les villes du Massif central, où les populations attendent leur libération depuis 30 ans. De retour par Angoulême, Clovis se heurte à une garnison visigothique qui résiste toujours depuis la bataille de Vouillers. Pour liquider cette poche de résistance, il l'assiège et obtient enfin sa reddition. Il revient par tour jusqu'à la basilique Saint-Martin. Là, il reçoit de l'empereur romain Anastase une lettre le nommant consul et patrice. Il part du sanctuaire à cheval jusqu'à la cathédrale en lançant des pièces d'or à la foule qui l'acclame consul et auguste. Ce cérémonial romain donne au roi une place à part dans l'Occident. Clovis devient ainsi vice-empereur à la place de Théodoric. Il est le vainqueur des monarchies ariennes, le représentant officiel de Rome et désormais le soutien de l'Église. Comme les empereurs, à Ravenne ou à Constantinople, il lui faut une capitale. Clovis choisit Paris.
le soutien de l'Église. Comme les empereurs, à Ravenne ou à Constantinople, il lui faut une capitale. Clovis choisit Paris. Nous sommes en 508. À la charnière des deux mondes, Paris débute sa carrière de ville capitale. L'héritage de Rome se déplace des rives du Tibre sur les bords de la Seine. Une dernière démarche incombe à Clovis. Manifester sa fidélité non seulement à la Rome des consuls et des empereurs, mais aussi à celle des martyrs Pierre et Paul. Pour montrer son choix volontaire de la foi catholique romaine et reconnaître l'autorité du pape, Clovis lui offre une couronne votive pour la suspendre au-dessus du tombeau de Saint-Pierre dans l'église du Vatican. Ainsi se met-il, avec son royaume, sous la double protection du pape et de Saint-Pierre. Clovis fait préparer, puis promulguer en latin les coutumes de son peuple, les Francs saliens. En codifiant leurs usages privés, en généralisant les mariages mixtes, la loi salique met les Gallo-Romains et les Francs à égalité. Les mariages incestueux sont interdits. Pour un même délit, les sanctions qui frappent des condamnés saliens ou gallo-romains sont identiques. Une révolution. La Gaule forme à cette époque un nouvel État ouvert à tous, romains et germains. L'intégration est en marche. Il n'y a ainsi ni vainqueur ni vaincu. Législateur, Clovis fait généraliser la loi romaine sous la forme d'un abrégé de droit, le bréviaire de son vieil ennemi wisigoth Alaric. Ainsi est établie l'égalité entre les citoyens, renforcée l'autorité de l'État, la res publica. Clovis est le refondateur de l'État de droit. À l'expression charnelle et sensible des cœurs romains, les germaniques, et notamment les francs, préfèrent les arts du métal et des pierres précieuses, l'or travaillé en cloisonné. Les fibules, insignes militaires, ont pour but d'évoquer puissance et invincibilité. Au sommet du monde animal et humain, ils choisissent l'aigle qui plane, qui voit tout de loin et regarde le soleil en face. Le sang des pierres rouges symbolise celui du charnier. La boucle de ceinturon au bec fouilleur, à l'œil sombre, représente l'homme dominateur en fureur. Sur ce monde, écrasé, luit le soleil, noir, pleurant des larmes de sang. C'est le monde de la fatalité, le premier monde de Clovis. La Gaule romaine appartient aux 2/3 à Clovis. Elle déborde largement sur la rive droite du Rhin. Depuis l'Italie, Théodoric ne peut plus faire la loi. La rivalité de Clovis et de Théodoric en matière de civilisation est en effet au cœur du problème. Qui est véritablement intégré? Aux Gallo-Romains de Provence, le roi des Ostrogoths disait « Conduisez-vous en citoyens dignes de porter la toge. Rejetez la barbarie et la férocité. N'y a-t-il rien de mieux que de vivre sous le régime du droit, d'être protégé par les lois et de n'avoir rien à craindre? Le droit protège les faibles, crée la civilisation.
La domination barbare, elle, est caractérisée par le caprice individuel. Ces phrases de Théodoric, lancées comme un défi au roi des Francs, auraient pu être prononcées par Clovis, car c'est au temps de Clovis et de son père que les deux mondes se rapprochent, se mélangent, se fondent pour créer une nouvelle civilisation, une nouvelle culture, originale et sans précédent. Les barbares s'étaient romanisés et les Romains s'étaient en quelque sorte barbarisés. Le 10 juillet 511, il convoque un concile à Orléans autour de la trentaine d'évêques que comptait encore la Gaule. Les évêques discutent et votent des canons, les lois religieuses. Ils les proposent ensuite à Clovis, pour approbation comme loi publique, conformément à l'union de l'Église et de l'État qui datait de 392. Chacun donc, l'Église comme l'État, est autonome dans sa sphère. Au roi incombe la tâche de diriger les laïcs, à l'évêque, du haut de sa chaire épiscopale, appartient la responsabilité de dire le bien divin pour tous. Telles étaient les conséquences du baptême de Clovis, distinguer les activités des laïcs du rôle spirituel des clercs. Pour assurer l'avenir de son œuvre, Clovis n'hésite pas à faire massacrer ses parents, oncles, cousins et neveux. Lui, le premier roi franc catholique, tue presque toute sa famille pour léguer son royaume et sa vision politique à ses seuls enfants. Il meurt le 27 novembre 511 à 45 ans. Les fondations qu'il avait posées furent inébranlables, mais allaient rester inachevées à cause des guerres civiles entre ses descendants. Ses enfants avaient oublié Geneviève, la prophétesse assoiffée de paix et d'unité, la visionnaire qui avait imaginé l'avenir, et Clotilde, la mère intrépide, que la mort de son fils premier-né n'ébranla pas et qui accepta de faire tuer son petit-fils pour les mêmes raisons que Clovis. Dans le chantier encore ouvert de la basilique parisienne, dans une crypte peut-être semblable à celle-ci, Clotilde fit déposer le corps de son époux dans un sarcophage auprès de la tombe de Geneviève. Elle-même finit par le rejoindre une trentaine d'années plus tard. Ainsi étaient réunies celles qui avaient contribué, l'une à réunir les esprits, l'autre à ouvrir le cœur du roi au baptême, avec le père fondateur, le guerrier très astucieux, vainqueur au dernier moment, parce qu'il avait su écouter les femmes.